traité franco-britannique correspond à une volonté depuis longtemps, en fait, des Britanniques et des Français de pouvoir travailler ensemble dans le domaine de la défense. C'est aussi un peu la logique qui avait présidé au lancement même de la politique de défense européenne avec l'accord de Saint-Malo, il y a maintenant plus de 10 ans. Donc le traité de franco-britannique, c'est dans cette logique. L'autre élément, c'est une réponse à la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire pour les deux pays les plus importants en matière de défense européenne, ceux qui font encore un effort considérable, y compris en termes de budget pour avoir des capacités de défense, de faire face à cette énorme difficulté d'avoir de moins en moins de ressources budgétaires du fait de la crise financière à consacrer à la défense et en même temps de conserver des capacités et même de développer ces capacités pour qu'elles répondent aux besoins actuels. Et on ne peut en aucun cas dire qu'on a, dans la situation politique ou stratégique telle qu'elle se développe aujourd'hui, besoin de moins de capacités en matière de sécurité, bien au contraire. Donc la crise financière, plus des besoins croissants en fait en matière d'adaptation des moyens de défense et de sécurité. Donc je crois que c'est ça la logique, et sur la base de ça, ils sont venus à la conclusion évidente que le mieux c'est de coopérer et de partager, évidemment, entre les deux plus grands États membres en matière de capacité militaire. C'était à la fois un vrai défi, parce que ça implique un niveau de confiance très élevé, y compris sur les capacités les plus sensibles, notamment dans le domaine nucléaire, et en même temps une espèce d'évidence absolue. Si on veut garder ces capacités et les adapter, il faut le faire en coopération. Je crois qu'au contraire, ce traité, c'est d'abord un signe, comme je viens de le dire, de la nécessité, pour conserver des capacités, pour les développer, d'atteindre un très haut niveau de coopération et donc de confiance. Et que le Royaume-Uni et la France se fassent confiance pour les capacités qu'ils ont envisagé de mettre en commun dans le traité franco-britannique, je crois que c'est le meilleur signe de la pertinence de faire au niveau, en coopération, de développer en coopération les moyens de défense. Donc je crois qu'en fait c'est un signe positif. Et d'ailleurs c'est comme ça que ça a été présenté à la fois par la France et par le Royaume-Uni. Et je crois aussi qu'il y a souvent un malentendu sur ce qui peut être fait au niveau européen. Au niveau européen, il y a des choses qu'on fait beaucoup mieux à 26. Je dis 26 parce que le Danemark a choisi de ne pas faire partie de la politique de défense européenne. Il y a des choses qu'on fait beaucoup mieux à 26 et il y a des choses qu'on fait beaucoup mieux à 2 ou 3. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le cadre de l'Union européenne et par exemple de l'agence de défense que je dirige, il y a à la fois la possibilité d'être à 2 ou 3 pour des capacités qu'on a besoin de développer à 2 ou 3, ou parce qu'on y met les moyens, ou parce que le calendrier fait qu'on en a besoin maintenant, et puis d'autres politiques où il est mieux d'être à 26. Et donc je crois que le traité franco-britannique est une des modalités de coopération entre Européens. Et il n'est pas isolé. Vous avez des coopérations de même type et qui sont très importantes entre d'autres États, notamment les États nordiques ont une intense coopération en matière maritime. Ils ont aussi toute la coopération de défense qui s'est organisée autour des groupements de combat, les battle groups. Et donc, ce type de coopération qui a été particulièrement développé dans le traité franco-britannique, il correspond à un modèle que d'autres États membres ont déjà développé. Et donc, je crois que c'est vraiment ce qu'offre le niveau européen et l'agence de défense européenne, soit la possibilité de travailler à 2 ou 3, soit la possibilité pour d'autres sujets d'être le plus nombreux possible autour de la table. Le sommet de Lisbonne, qui est une étape importante à l'intérieur de l'OTAN, c'est l'adaptation du concept stratégique de l'OTAN, ce qui est évidemment important pour les États membres de l'Union européenne, dans la mesure où beaucoup d'États membres de l'Union européenne sont en même temps des alliés de l'OTAN. À dire vrai, même la plupart des États membres de l'Union européenne sont à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, et ceux qui n'en sont pas ont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux un statut associé à l'OTAN. Ça, je crois que c'est le premier élément très important. Il y avait certainement un besoin d'adapter ce concept stratégique de l'OTAN. Le deuxième élément, c'est que le concept stratégique appelle à un renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, qui était de toute façon, dès l'origine, une des nécessités, justement du fait que les États membres se retrouvent dans les deux organisations
Et on s'est toujours engagé à ce qu'il y ait une bonne coordination entre l'Union européenne et l'OTAN, qu'il s'agisse des opérations, qu'il s'agisse des capacités. Alors on se pose souvent beaucoup de questions sur quelle est la complémentarité, qu'est-ce qui doit se faire à l'OTAN, qu'est-ce qui doit se faire à l'Union européenne. L'OTAN, c'est avant tout une alliance atlantique, c'est-à-dire c'est le lien transatlantique, c'est là où les Européens coopèrent avec les États-Unis, le Canada, c'est-à-dire les alliés de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai en termes d'opération, c'est pour l'article 5, la défense principale, c'est ce qui est fait en Afghanistan, et c'est vrai aussi pour les capacités. L'Union européenne, c'est quelque chose de complètement complémentaire parce que complètement différent. Le fait d'avoir une politique de défense au sein de l'Union européenne, c'est d'avoir complété l'ensemble des politiques qu'avait l'Union européenne dans le domaine du développement, dans le domaine de l'espace, dans le domaine humanitaire, par une capacité d'employer les moyens militaires, d'employer la force quand c'est nécessaire, comme les Balkans l'ont montré, et une capacité de développer les moyens pour le faire. Donc, y compris ce que fait l'agence de défense en ce qui concerne le développement d'équipements ou de technologies en matière de défense. Et le gros atout et la complémentarité, c'est que au sein des structures de l'Union européenne, ce qui se fait dans ces domaines se fait comme un des éléments de l'approche globale de l'Union européenne, c'est-à-dire au service d'une certaine stratégie. Vous avez des moyens de développement, vous avez une diplomatie, vous avez une phase de reconstruction quand il s'agit de crise, et vous avez éventuellement le déploiement d'opérations militaires, voire de missions civiles, comme c'est le cas au Kosovo ou comme c'est le cas en Géorgie. Dans le domaine des capacités, c'est pareil. L'avantage, par exemple, pour l'Agence de défense européenne, c'est de pouvoir agir avec les différentes parties, notamment de la Commission, pour qu'il y ait une cohérence entre les politiques de recherche et de développement menées par l'Union européenne et ce qui se fait en matière de technologies qui peuvent servir à la sécurité. C'est vrai, je pourrais aussi citer le domaine de l'espace, je pourrais citer le ciel unique, qui est un des importants programmes de l'Union européenne. Donc, dans le cadre de l'Union européenne, ce qu'on apporte de manière primordiale, c'est la cohérence de ce qui est fait au sein de l'ensemble des politiques de l'Union européenne. Et le dernier élément, je crois, qui est un élément important de complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne, c'est que vous avez des théâtres de crise où l'OTAN est le mieux placé pour agir, parce qu'il faut agir en transatlantique, avec les États-Unis. Il y a d'autres théâtres de crise où justement c'est très difficile pour des raisons politiques, culturelles, de contexte. Et là, l'Union européenne est un acteur beaucoup plus accepté, beaucoup plus neutre, et donc là encore apporte une certaine complémentarité dans la manière dont on peut ensemble traiter certaines situations de pré-crise ou de crise ou de rétablissement après une phase d'instabilité.